Bonjour à tous, bienvenue du coup dans cette formation sur les mathématiques derrière les réseaux de neurones. Donc on va commencer par cette première petite formation. Alors pour nous, ça va être l'approche, on va vraiment creuser pas à quoi servent les réseaux de neurones, mais plutôt comment c'est fait, comment est-ce qu'on les construit, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'on les règle, etc. Et toutes les variables un peu qu'il y a là-dedans, on va plonger un peu dans les maths qu'il y a derrière. Les réseaux de neurones, c'est des trucs qu'on va utiliser en général pour approximer des fonctions. C'est-à-dire que vous avez des entrées, genre des images, des textes, n'importe quoi comme entrée, ça peut être n'importe quelle variable que vous avez, donc des données en entrée, et à partir de ça, vous voulez faire une prédiction, vous voulez avoir classifié quelque chose, donc vous voulez faire une fonction en fait qui va de un espace de variable dans un espace d'arrivée. Donc c'est pas forcément de R dans R, ça peut être de Rn dans Rn, ça peut être, voilà, c'est une fonction, voilà. Donc en gros, un réseau de neurones, ce que ça va nous servir à faire, c'est approximer une fonction. Ok ? Notre but, ça va être évidemment d'approximer cette fonction de façon bien. Donc pour ça, c'est tout l'intérêt d'entraîner un réseau de neurones, ça va être de faire ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si vous voulez plus de détails sur comment fonctionne, sur à quoi servent les réseaux de neurones et comment les utiliser, etc., ce sera plus la formation de Axel qui est à côté, qui vous servira à ça. Donc n'hésitez pas à aller la voir. La présentation que je vais vous faire, elle est basée sur le cours de Andrew Ng. Qui est sur le site Coursera. Andrew Ng, si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui pèse dans l'IA parce que il a légèrement déjà créé Coursera, qui est une des plateformes les plus prestigieuses de cours en ligne. Et en plus, c'est un mec qui est à la base des fondateurs de Google DeepMind. Donc c'est un mec qui pèse un peu en termes d'IA. Voilà. Il y a quelques années, donc, il a fait ce cours-là qui est vraiment excellent. Donc, je vous recommande. Les slides sont sur le site Automaton. Je vous invite à aller checker dans votre temps libre, si ça vous intéresse, de creuser de plus loin que ce qu'on a fait aujourd'hui. Ce cours est aussi basé sur l'approche intuitive du coup de 3Brew11, qui est une chaîne de mathématiques sur YouTube, qui est vraiment excellente, qui a des visuels vraiment excellents, et que je vous conseille. Et bien, on va commencer. On va commencer du coup par la base de la base, parce qu'avant de faire un réseau de neurones, il va peut-être falloir commencer par faire un neurone en soi et définir qu'est-ce que c'est un neurone. Donc un neurone artificiel, comme on va le définir, ça va être une fonction extrêmement basique en fait, pour nous. Ça va tout simplement être ce truc-là. Vous allez prendre une entrée, qu'on a appelée x ici, donc ça peut être, donc c'est une variable dans R, une entrée, donc ça peut représenter une longueur, un temps, peu importe, une variable quoi. Et à partir de ça, vous allez vouloir faire une hypothèse sur une sortie que vous voulez prévoir, donc y. Vous avez une entrée, une sortie, vous vous souvenez, les réseaux de neurones, on veut approximer des fonctions. Donc là, notre neurone, ce sera la fonction la plus basique possible, autrement dit, une régression affine. Voilà. Notre régression affine, donc on aura une entrée x, et on veut prédire une sortie y. Donc c'est tout con, mais il faut déjà essayer de comprendre comment on va régler ça, comment on fait une régression linéaire, et à partir de ça, on va pouvoir étendre notre réseau de neurones, donc en accumulant des neurones, jusqu'à créer ce réseau-là. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va régler ça? On va définir ce qu'on appelle une fonction de coût. Une fonction de coût, ce sera... elle sort pas de nulle part, vous inquiétez pas. Pour ceux que ça intéresse, je vais redétailler ça tout à la fin du cours sur une petite partie de statistiques que je mets en plus de ce cours-là. Et donc cette fonction de coût, ce qu'on va vouloir faire, c'est la minimiser. Parce que tout simplement, ce qu'elle va représenter, c'est à quel point on se trompe entre notre hypothèse et notre sortie. Donc à chaque exemple, on va regarder quelle est la différence entre l'hypothèse qu'on a fait et la sortie qu'on a vraiment, donc sachant qu'on s'entraîne sur des données qu'on connaît déjà. Évidemment, si vous voulez faire une régression linéaire, c'est comme en chimie, il faut déjà avoir des points. Si vous n'avez pas de points déjà connus, vous allez du mal à faire une régression de quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on a, c'est des points, et ce qu'on veut, c'est faire une fonction qui va approximer au mieux une généralisation de ces points-là. Donc voilà, donc des liens entre l'entrée et la sortie. Donc là, sur nos points qu'on a connus, donc on a à chaque fois le y qui nous est donné et le x. On a toujours des couples x, y. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est minimiser cette fonction de coût. Pour ça, la seule chose qu'on peut toucher dans notre modèle, c'est les deux paramètres, b et w, qui sont, du coup, w étant le poids qu'on va attribuer à notre x. Donc là, notre h de notre hypothèse, ça va juste être x fois w plus b, un petit décalage, une régression affine. Alors ce petit W et ce petit B, c'est le seul truc qu'on peut régler dans notre neurone ici. Comment est-ce qu'on va faire pour les régler? On va regarder l'influence qu'ils ont sur la fonction de coût. Et qu'est-ce que ça veut dire l'influence qu'ils ont? Ça veut tout simplement dire la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à chacune de ces paramètres. Donc on va regarder ça et on va essayer. Donc si on fait ça sur chacun de nos paramètres, ce qu'on va obtenir en fait, c'est le gradient du coup de notre fonction. Parce que si on fait les dérivées partielles à chaque fois, on va obtenir le gradient. Et ce gradient, on va vouloir le descendre, puisqu'on va vouloir descendre dans les cuvettes on va vouloir minimiser du coup le coût. Donc on va vouloir dessiner le coût et descendre le coût, le faire diminuer le plus possible. C'est exactement ce que j'ai dessiné ici.
on va à chaque fois avoir des initialisations aléatoires. Donc là, on commence d'ici. On va vouloir descendre comme ça jusqu'à des minimums locaux. Ok? C'est exactement ce qu'on va vouloir faire en minimisant la fonction de coût. Alors comme pour ça, la méthode qui est la plus connue et la plus utilisée, que vous avez vue en statistique l'année dernière, si vous étiez en DOSA, c'est la descente de gradient stochastique. Alors la descente de gradient tout court, ça va être de juste à chaque fois vous allez regarder vous allez prendre votre poids et vous allez lui enlever quelque chose qui est proportionnel à la dérivée de la fonction de courbe prise en point par rapport à ce paramètre ici. Okay, donc vous allez vraiment descendre le gradient. Vous prenez le gradient, si c'était positif, ça monterait, si c'était vu que c'est négatif, vous descendez. Okay. Et ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas en prendre qu'un seul d'exemple, mais vous allez évidemment en prendre cas exemples. Et sur ces cas exemples, vous n'allez pas faire le gradient sur chaque point, mais trouver le gradient moyen sur tous les points. Donc l'espérance du gradient. Et c'est de ça que vous allez descendre à chaque étape. Alors ce paramètre K ici, c'est un des premiers hyperparamètres qu'on va avoir parce qu'il va nous permettre de régler à quel point on va prendre un nombre d'exemples élevé dans tous les exemples qu'on a pour pouvoir faire notre calcul. Je vous fais le topo, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Le problème c'est que des fois vous avez des bases de données d'exemples où vous avez beaucoup d'exemples. Et quand vous avez des milliards d'exemples, si à chaque fois vous devez vous taper la moyenne sur tous les exemples et calculer le gradient sur tous les exemples pour faire un petit pas dans votre algorithme, vous allez mettre 10 000 ans à converger. En gros, c'est un peu l'équivalent de, imaginez, j'ai ma fonction de coût là qui est représentée sur le sol, le centre de la fonction de coût, enfin le minimum est vers ici. C'est comme si je prenais vraiment mon temps pour faire un pas à chaque fois extrêmement précautionneux, que j'étais sûr d'aller dans la bonne direction, mais à chaque fois ça me met 15 000 ans à juste faire un petit pas. L'exemple opposé, du coup, c'est, je vous en prie, l'exemple opposé, du coup, c'est si on prend que un exemple à la fois. Si on prend un exemple à la fois, notre gradient, on va pouvoir le calculer instantanément, vu que y a qu'un exemple à calculer, donc c'est instantané. Mais le problème, c'est que ça va être un gradient qui va pas forcément être dans la bonne direction en fait. Parce que si vous prenez un exemple au hasard, ça se trouve il sera mal représenté, voilà. Et du coup en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir dans un sens, enfin courir dans tous les sens, mais pas forcément vers le minimum. Et du coup peut-être que des fois vous allez vous paumer complètement, puis revenir, voilà, et vous allez osciller comme ça de façon un peu piffée jusqu'à arriver là. Et ça se trouve vous allez y être, mais vous allez voir un exemple qui était un peu hors de données, qui avait une erreur quoi. Et du coup vous allez ressortir du minimum pour, enfin bref. Si vous regardez qu'un exemple à la fin, ça va faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça la descente de gradient stochastique, c'est parce que vous allez prendre un nombre K, qui ne sera pas tous les exemples, mais pas non plus un seul exemple, et vous allez essayer d'estimer combien d'exemples vous voulez faire à chaque fois pour arriver plus vite au centre sans faire trop d'erreurs. Alors l'alternative du coup, la meilleure en général, c'est l'alternative du mec bourré qui descend une montagne. Pourquoi? Parce que il marche très vite, pas forcément dans la bonne direction, un peu au pif comme ça, mais il finit quand même par y arriver, quoi. Et quand il y reste aussi. En général, il remonte pas la pente. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer de faire. Donc pour ça, je vais switcher et repasser sur le Jupyter. Si vous savez pas comment lancer un Jupyter, vous pouvez le mettre sur votre Google Drive et faire lancer avec Collaboratory. Ça vous lancera ce que j'ai exactement, mais en blanc, parce que moi je l'ai customisé en noir. Ensuite, donc là, voilà, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on a défini ce que c'était qu'un neurone. Un neurone, pour nous, ça va être tout simplement une régression affine. Donc on a deux paramètres, donc le biais B et un poids W, qu'on va vouloir régler. Pour ça, on définit une fonction de coût, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette fonction de coût, ici, c'était l'écart quadratique entre l'hypothèse qu'on a faite et le point qu'on avait vraiment, pour chaque point. Et du coup, on fait la moyenne sur les m exemples pour avoir, du coup, la fonction de coût globale. Ensuite, la descente de gradient, c'est ce que je disais, ça correspond à mettre à jour chacun des poids, ici, avec son influence sur la fonction de coût. Donc on va descendre le gradient, c'est pour ça qu'il y a un moins. Et on va faire la moyenne sur k exemples parmi m, parce que donc on a m exemples au total, on veut en faire que k parmi m, parce que si m est égal à 1 milliard, on va pas prendre les 1 milliard à la fois, mais on va pas en prendre que 1 non plus, on peut en prendre genre 64 ou 128, un truc comme ça. Voilà, juste assez pour que ce soit représentatif un minimum, mais pas trop pour que ce soit pas trop cher en calcul. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle faire des batchs. Voilà. Ce mot, c'est un mot que vous verrez souvent dans la littérature, notamment c'est ce qu'ils utilisent dans l'autre salle à côté avec Keras. Il y a un truc qui s'appelle batch size, c'est un paramètre qui s'appelle batch size, ça règle exactement ça, c'est la taille des batchs que vous allez avoir. Donc est-ce que vous allez en prendre 64 par 64, ou voilà, est-ce que ça va être variable, voilà. Il y a plein de façons de le régler, et donc c'est exactement ce paramètre. On va voir ici du coup le résultat que ça a. Donc si vous voulez, vous pouvez lancer ici, là. Et ce que ça va vous donner, c'est la fonction approximée. Donc la fonction de base, c'était 2x moins 1. Donc c'est
c'est la fonction vraie entre guillemets que j'ai utilisée pour avoir des données bruitées. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, vous avez les données que j'ai ici, c'est les données bruitées là. Donc la vraie fonction, c'est 2x moins 1. Et autour de ça, j'ai fait un petit bruit et hop, j'obtiens des données, un petit peu comme si j'avais eu des données dans la nature, quoi. Et à partir de ça, je vais faire ma régression linéaire. Donc là, je fais l'exemple où je fais, de façon un peu stupide, je fais le calcul de la descente de gradient sur chaque exemple à chaque fois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le mec vraiment beaucoup trop bourré. Alors ce qu'on voit, c'est que notre ligne de verte, là, elle va courir après vraiment notre point à chaque fois, c'est-à-dire qu'elle va essayer de se rapprocher de ce point, parce qu'à chaque fois, je vous rappelle, on calcule la fonction de coût, donc c'est l'écart quadratique, donc l'écart au carré entre le point et ce qu'on a prévu au point, et à chaque fois, en fonction de ça, il va vouloir se rapprocher, donc réduire cet écart. Donc là, on voit qu'il fait ce que je disais qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire il prend à chaque fois un seul exemple et il le regarde, et du coup, il est complètement paumé. Parce que là, vous voyez que la fonction de coût, elle va remonter super vite là, parce qu'il va y avoir un point qui sera un peu écarté, et donc il va rien comprendre et se mettre sur le côté. Voilà. Et là, il y avait un point un peu écarté, du coup, il a fait n'importe quoi, il a même changé en un coefficient négatif à un moment, enfin bref. On voit que c'est pas ouf comme apprentissage et qu'on n'arrivera pas forcément quelque part, quoi. Donc on voit que quand on en prend un par un, comme je le disais, et c'est ce qu'on prouve ici par l'implémentation, c'est nul. D'ailleurs, si vous avez le Jupyter du coup sur votre ordinateur et que vous voulez regarder les implémentations et regarder le détail, vous pouvez double-cliquer sur les trucs et vous verrez tout ce que j'ai codé à l'intérieur. Voilà, comme ça vous aurez le détail, vous pouvez prendre le temps de lire tout le détail qu'il y a derrière. Donc là, c'est ce que je disais, maintenant on va faire une implémentation avec des batchs, donc on va pas prendre les points un par un, mais on va prendre k points parmi les m points d'exemple qu'on a, et on va faire notre calcul, et vous voyez que la fonction de coût déjà elle a une bien meilleure gueule, et donc là on voit qu'on prend plusieurs points, à chaque fois on calcule le gradient moyen, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de chances de faire des écarts absurdes, même si, comme on n'a pas pris tous les points, de temps en temps on verra qu'on fera des petits écarts, si on a un groupe de points qui était d'un côté ou de l'autre un peu écarté, quoi, par exemple. Ok ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. La dernière fois, il y a eu beaucoup de questions et ça n'avait pas duré beaucoup plus longtemps, donc c'est très bien. N'hésitez pas à en poser. Comme vous le voyez, il y a ce petit paramètre qui apparaît aussi ici, alpha, qui est en rouge. Ce paramètre est aussi un paramètre que nos collègues règlent à côté, ça s'appelle le paramètre de vitesse d'apprentissage. Pourquoi est-ce que c'est la vitesse d'apprentissage ? Parce qu'il va coefficienter à quel point chaque pas sera important. Ce paramètre est très important parce qu'il peut vraiment changer du tout au tout votre façon d'apprendre. Si vous faites des pas qui sont à chaque fois trop grands, vous risquez d'avoir un algorithme qui ne peut même pas converger. Pourquoi ? Parce que, imaginez j'ai ma cuvette là comme ça, et je fais un pas qui est très très loin, qui est proportionnel au gradient, mais qui est très très loin. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans cette direction, mais trop loin. Et du coup, je vais passer carrément de l'autre côté de la cuvette, et je vais peut-être même aller plus loin en symétrie de là où j'étais. Et du coup, je vais arriver en fait plus loin en fait de l'optimal que ce que j'étais avant. Et donc mon gradient sera encore plus fort, mais dans l'autre direction. Et donc je vais aller encore plus loin vers là-bas. Et donc là, ça sera encore pire, et vous voyez que ça va très vite diverger et faire n'importe quoi. Donc ce paramètre est très important parce que ça peut faire qu'un algo ne marche pas, tout simplement. Voilà. Et inversement, si ce paramètre est trop petit, évidemment, vous allez faire un minuscule petit pas, et un minuscule petit pas, et un minuscule petit pas. Et si ce petit pas, à chaque fois, il vous coûte, 10 secondes à calculer, si merde le temps que vous allez arriver à converger au centre, quoi. Alors que tu te dis que tu aurais fait en vrai, tu aurais pu faire 2 pas, comme ça, hop, c'était fini, tu vois. Donc c'est un paramètre qui est très important. S'il est trop faible, vous allez mettre trop longtemps à converger votre algorithme, et s'il est trop fort, vous n'allez jamais converger parce qu'il va complètement diverger, en fait. Généralement, pour régler ces paramètres, il y a beaucoup de façons différentes. Donc là c'est à l'arrache un petit peu qu'on le règle, c'est-à-dire que vous le mettez égal à 1 par exemple, et tant que ça diverge, vous divisez par 3, enfin vous mettez 1, 0,3, 0,1, 0,03, etc. Et tant que ça diverge, bon tant pis, et dès que ça va converger, ce sera bon en gros. C'est une manière de le régler, mais vous vous doutez bien qu'il y a d'autres manières de le régler qui sont beaucoup plus efficaces et qu'on utilise plus régulièrement. Mais pour ça, ce sera plus tard. Alors c'est ce qu'on va voir, du coup on a les petites animations qui vont avec, qui vont nous prouver ce qu'on a dit, qu'on n'a pas dit des conneries. Donc ici, on a notre implémentation avec alpha, donc si on regarde là-dedans, le seul changement qu'il y a eu par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est que ici, là, à chaque fois quand on va faire le poids, là, on va changer notre poids. Notre poids, ça va être égal à moins la somme des poids fois alpha sur k, qui est la batch size, donc la taille des batchs. Donc c'est juste ça qui a changé, c'est le alpha qui est ici. Donc là, quand on met alpha égale 2, donc ça va être 2 fois du coup, le gradient moyen qu'on va mettre à jour, eh bien on voit que la fonction de coût elle a un problème. Parce que c'est une échelle logarithmique, d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est pour ça que c'était négatif ici, c'est parce que c'est une échelle logarithmique, donc là c'était 10-3. Et là d'un coup on se voit qu'on arrive vers du 10-50 assez vite, c'est pas bon signe quand votre erreur arrive à 10-50 en général.
Donc ouais, voilà ce que vous voyez, c'est que dès le début, en fait, il fait un truc comme ça, un truc comme ça, un truc comme ça, et après il part complètement n'importe où et il fait n'importe quoi. Et on voit que l'erreur, bah, ça s'arrange pas, quoi. En gros, il fait exactement ce que je vous avais dit avec la cuvette là, c'est qu'il passe, enfin, il diverge complètement. Du coup, ça c'est ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure, c'est quand il y a un alpha qui est à peu près bien réglé, donc là c'était alpha égale 1 tout simplement, c'était à peu près bien réglé, ça marchait pas trop mal. Et là avec alpha 0, égale 0,1, bah, on est 10 fois trop lent quoi, hein, du coup, justement. Donc salut Frost. Donc à chaque fois le temps de faire d'arriver au centre, il faut y passer la nuit quoi. Ok, donc ça c'était pour la base qui était le petit neurone. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce petit neurone ou est-ce que vous avez compris son fonctionnement? Comment est-ce qu'on allait régler un neurone tout seul? C'est cette fonction de R dans R. Alors, je vais faire un petit résumé. Alors, ce qu'on veut, c'est faire des réseaux de neurones. Pour faire des réseaux de neurones, ce sera des trucs un peu compliqués, donc on va commencer par la base. La base d'un réseau de neurones, ce sera un neurone. Donc un neurone tout seul, ça va être quoi? Ça va être une petite fonction, une fonction de base qui va être en fait une régression affine. Pourquoi est-ce que ça va être une régression affine? Parce qu'on va prendre un biais qu'on va rajouter, donc le côté affine de la régression affine, et on va juste multiplier notre entrée par un poids W, et ça va être ça notre hypothèse. Notre hypothèse, ça va juste être W fois X plus B. Les deux là, W et B, c'est des constantes, mais c'est des paramètres quoi. En gros, c'est justement les seules choses qu'on va pouvoir régler pour entraîner notre réseau de neurones. C'est ça qu'on veut régler. Ok? Donc c'est ces deux trucs qu'on veut régler. Donc ça va nous donner une hypothèse. Donc une hypothèse qui va dépendre de x, c'est une fonction de x. Ça va être l'hypothèse de y là. C'est ce qu'on veut. On veut prévoir y. Ouais. Là, c'est juste parce que quand vous avez b, c'est b fois 1. C'est comme si vous avez b fois 1. En gros, c'est juste ça. C'est comme si tu avais une autre entrée qui était un 1 tout seul. Donc voilà, donc là c'est juste b plus x fois w, et on veut régler ça pour que l'hypothèse ici corresponde le mieux possible au y qu'on connaît déjà, donc au point d'entraînement qu'on a déjà. On a m points d'entraînement, et sur ces m points d'entraînement, sur chacun, on va définir ce que c'est que la fonction de coût. La fonction de coût sur chaque point d'entraînement, ce sera l'hypothèse qu'on a fait moins ce qu'on voulait prévoir au carré, divisé par 2. Okay. Ensuite, donc la fonction de coût total, ce sera la moyenne de tout, de toutes les erreurs partout, donc la moyenne de tous les coûts. Et donc, comment est-ce qu'on va régler notre réseau? On va vouloir minimiser cette fonction de coût, donc en faisant une descente de gradient stochastique. Pour ça, on va faire des pas, des pas de gradient, donc on va descendre le gradient, ce qui correspond à juste faire moins la dérivée partielle du truc par rapport à, enfin de la fonction de coût par rapport à chacun des paramètres. C'est ce qu'on voit ici. Donc là, B, vous allez mettre à jour avec la dérivée de la fonction de coût par rapport à B, et W, vous allez mettre à jour en fonction de la dérivée de la fonction de coût par rapport à W. Vous avez tous les détails de calcul sur le Jupyter, c'est pour ça que je vous invite à le regarder, évidemment. De comment est-ce qu'on développe ça et comment est-ce qu'on calcule ça, en effet, en pratique. Tout c'est sur Jupyter, de toute façon, c'est implémenté et tout, donc vous n'hésitez pas à regarder. Donc ce qu'on a retenu ici, c'est qu'on avait deux hyperparamètres déjà. Donc le premier hyperparamètre, c'est cette valeur de K, qui est la taille des batchs. Ce qu'on va appeler des batchs, c'est combien est-ce que d'exemples tu vas prendre sur tous tes exemples pour faire calculer un pas de gradient. Pour faire un pas. Ok. Et le alpha ici, c'est le learning rate, donc la vitesse d'apprentissage, qui va être à quel point on considère chacun des pas dans notre algorithme. À quel point on va considérer. Ok. Bon, bah continuons. À votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter des variables. Donc là, on ne touche pas encore à la partie réseau de neurones qui sera de l'autre côté, vous vous en doutez. Là, on va toucher aux entrées et on va faire une régression multilinéaire. Alors ça va changer énormément. C'est faux, ça va être exactement la même chose. Sauf qu'ici, on n'aura pas un paramètre B et un paramètre W, on aura un paramètre B et un paramètre W1, un paramètre W2, un paramètre W3, et pour chacune des entrées, on aura un paramètre. C'est d'où le fait d'avoir mis le 1 en fait en haut, parce que ça se comporte exactement pareil qu'avec le reste. Voilà. Ok. Donc qu'est-ce qui va changer? Pas grand-chose, alors ça c'est pour après. Donc pas grand-chose, en gros la fonction de coût ça va juste être la même chose parce que la sortie ça va pas changer. Hein. Côté sortie c'est toujours l'hypothèse moins le y qu'on voulait prévoir au carré, parce que de toute façon ça va pas changer. Et par contre au niveau poids, ce que ça va changer, c'est quand on va mettre à jour les poids, chaque poids aura sa dérivée partielle perso, comme tout à l'heure avec les deux exemples, sauf que là il y a n exemples, enfin n plus 1 exemples. Ok. Enfin paramètres, pardon. Donc je vais refaire un petit tour sur le Jupyter. Hop là, donc c'est ce qu'on montre ici. Donc cette fois-ci, notre hypothèse de x, c'est b plus w1 x1 plus w2 x2, etc. jusqu'à plus wn xn. Donc on a n variables. Et donc c'est ce que je dis ici, c'est que quand on fera des implémentations, et quand vous ferez des implémentations, il vaut mieux utiliser des calculs matriciels que faire des boucles for.
Pourquoi? Parce que quand vous faites des boucles for, vous passez par Python, alors que quand vous faites des calculs matriciels, vous passez par NumPy qui passe par du C. Donc il va environ 10 fois plus vite, si ce n'est plus. Donc si vous voulez que vos algorithmes marchent un jour, le mieux c'est de le passer par des calculs matriciels. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois, là on va faire notre matrice de poids, ça va être égal à notre matrice de poids, donc c'est parce qu'on la met à jour, moins les effets du coup des gradients de chacun des poids. Donc c'est une autre matrice en fait qu'on calcule. Donc là, ce qu'il y a ici, c'est l'autre matrice que vous avez calculée, donc c'est la matrice d'erreur si vous voulez, qu'on pourrait appeler delta W, c'est le changement qu'on veut faire sur W, le gradient de chacun des W en gros. Voilà. Et qui est moyenné comme tout à l'heure sur K exemples parmi les M exemples. Parce que c'est l'histoire des batchs de tout à l'heure, vous vous souvenez? Donc ça nous permet de faire quelque chose de particulier qui est la régression polynomiale. Pourquoi est-ce que ça nous permet de faire de la régression polynomiale? Parce que là, au lieu d'avoir des x indice 1, vous mettez x puissance 1, au lieu d'avoir x indice 2, vous mettez x puissance 2, etc., etc. Et du coup, vous pouvez faire une régression polynomiale, où chacun des paramètres est x puissance n. Voilà. Et ça marche très très bien. Plus modulo quelques problèmes qu'on aura, mais justement, ça va être intéressant. Donc c'est ce qu'on fait ici. Là on a notre magnifique régression polynomiale, on prend quelques exemples, on a pas mal d'exemples. À chaque fois on prend K exemples, donc tous les rouges là parmi les M, donc qui sont tous les bleus là qui sont tous nos exemples. On en prend K et on s'entraîne dessus. On voit pareil que vu que K est assez petit, j'ai pris genre que quelques exemples, genre une dizaine sur la 100 de, je sais pas combien de points il y a, bref. Donc on verra qu'ici il fera une grosse erreur à un moment parce que ils étaient tous concentrés quelque part, mais hormis ça, notre algorithme ne converge pas trop mal, on voit qu'on arrive à une erreur de l'ordre de 10-1, ce qui n'est pas si mal, parce que là ça peut, parce que c'est pas si mal, voilà, tout simplement. Et donc voilà, régression polynomiale. Alors avec ça, vous pouvez vous amuser à faire des trucs qui n'ont aucun sens, genre essayer de trouver le développement limité de sinus en 0. Je vous avoue que c'est pas super efficace, mais c'est toujours marrant de voir qu'on a un résultat qui est à peu près cohérent. Voilà. Donc je vous rappelle le développement de sinus en 0, et ce qu'on obtient ici, bon voilà, ça laisse un peu à désirer quand même. Hein. Mais bon, c'est mieux que rien. On va arriver par contre à une des notions qui est extrêmement importante dans le machine learning, qui va être la notion d'overfitting, ou en français de surinterprétation. C'est quoi la surinterprétation? C'est quand vous allez considérer vos données un petit peu avec trop d'insistance, quand vous allez apprendre par cœur. C'est-à-dire que vous allez apprendre par cœur tout ce que vous avez dans vos exemples, et vous allez tout recracher à chaque fois tel quel, mais vous allez perdre un peu en généralisation. Vous n'allez pas forcément comprendre en fait vraiment ce que vous faites, ou retirer de la vraie intelligence de ce que vous faites. Donc ce phénomène, c'est ce que vous allez pouvoir constater ici, il est très présent dans le machine learning, même sur des exemples aussi simples qu'une régression polynomiale. Donc là, vous voyez que mon algo, il apprend, il est content, il apprend sur ses exemples, il apprend. Je vais le faire plus vite parce que sinon je vais m'endormir. Voilà. Donc il apprend, et il fait de la merde. Et voilà, il commence à généraliser n'importe quoi, il fait nimp, et il apprend n'importe quoi. Et donc on voit qu'au bout d'un moment, la généralisation, c'est pas incroyable. Disons que si je vous disais d'approximer ce carré, un x carré, vous ne ferez pas ça, probablement. J'espère. Donc la surinterprétation, c'est un problème qui est extrêmement présent dans le machine learning, et autant là, elle est facile à voir, parce que c'est un exemple simple, mais quand vous avez des algorithmes beaucoup plus compliqués, quand vous voulez faire de la reconnaissance d'images, de la détection, de la reconnaissance de texte, à l'inverse de la production de texte, quand vous voulez générer des textes, générer des images, générer des stratégies de jeu, ce genre de choses, d'un coup la surinterprétation, elle devient beaucoup plus difficile à voir, et c'est donc pour ça qu'on a développé des outils pour la regarder un peu plus précisément. Ok. Alors cet outil-là, vous l'avez peut-être remarqué, il est déjà au tableau. En effet, on avait une courbe ici qui nous a permis de détecter à partir de quand on commençait à faire de la merde. Parce que là, vous avez la courbe bleue, c'est la fonction de coût normale qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est ce sur quoi il apprend, donc ce sur quoi il effectue sa descente de gradient. Lui, il n'y a pas de problème, hein. Il se dit, je descends, je minimise mon erreur. C'est ce qu'il fait, hein. Il descend son gradient. Mais à côté, là, ce qu'on a, c'est la courbe verte ici, c'est ce qu'on appelle de la validation croisée. La validation croisée, c'est quoi? C'est que vous allez prendre vos exemples, vous avez n exemples au départ, et vous allez vous entraîner seulement sur 80% de vos exemples. Les 20% que vous gardez, vous n'allez pas faire votre descente de gradient dessus, vous allez juste les garder à chaque étape pour voir est-ce que vous perdez en généralité. Donc c'est exactement ce qu'on a fait là. Donc là, c'est les points verts que vous voyez, ces 3 points-là. Là. Donc vous prenez des exemples, certains que vous ne mettez pas du coup dans votre entraînement, et quand vous vous entraînez, vous allez voir que... Attendez, je vais le faire tourner en boucle. Hop. Un peu plus vite, voilà. Et vous allez voir que dès qu'il passe ici, là, dès qu'il commence à faire n'importe quoi en termes de généralisation, l'erreur elle va réaugmenter très très vite.
C'est quelque chose qui est très souvent, très courant, ces formes de courbes-là dans le machine learning, parce que très souvent, ce qu'on veut, c'est s'arrêter ici. C'est-à-dire que quand on ne perd pas de généralisation et qu'on garde quelque chose qui est assez intéressant, en tout cas, et qui ne va pas forcément faire d'erreur quand on va avoir de nouveaux exemples. Ce dilemme-là de la surinterprétation, c'est un dilemme qui est très connu, notamment dans le cadre de l'erreur quadratique moyenne. Donc, je vous rappelle que ce qu'on calcule à chaque fois comme fonction de coût, c'est l'erreur quadratique. Donc, c'est la différence au carré entre l'hypothèse qu'on avait et l'erreur, la vraie valeur qu'on voulait prédire. Et vous verrez plus tard en statistique, ou vous l'avez déjà vu pour ceux qui sont en 2A, que cette erreur quadratique se décompose en biais au carré plus variance. Donc c'est le dilemme entre le biais et la variance, c'est un dilemme qui est très connu et qui est très important dans statistique. D'un côté parce que vous avez la variance c'est ça, c'est trop collé aux données. C'est quand vous voulez avoir un modèle qui donne trop d'importance aux données. Et le biais c'est l'inverse, c'est quand vous allez vouloir mettre une généralisation, forcer la généralisation un petit peu de votre algorithme. Mais si vous faites ça trop, vous avez quand même un algorithme qui est faux. Parce que si vous avez un algorithme qui ne prend pas en compte les données, évidemment il ne sera pas ouf. Voilà. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre ces deux-là, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces algorithmes ici. Et notamment, là, vu qu'on a un truc qui est trop variant, quand on le laisse aller tout seul, là, et qu'on le laisse minimiser tout seul, ce qu'on va vouloir faire, c'est rajouter du biais. Alors comment est-ce qu'on va rajouter du biais ? On va effectuer ce qu'on appelle une régularisation. Alors je vais descendre un petit peu. C'est ici. Alors ça veut dire quoi faire une régularisation ? Faire une régularisation, c'est que dans notre fonction de coût, on va rajouter un coût supplémentaire. C'est ce qu'on voit ici. Ce coût supplémentaire, ce sera égal à lambda, donc un coefficient, fois la somme des poids au carré. En fait, ce qu'on va supposer quand on fait ça, c'est que notre modèle, il est simple. Dès qu'on a des modèles complexes, en fait, les poids vont être très variants, vont pouvoir être très élevés, et en gros, vous allez pouvoir avoir des courbes qui font comme ça, là, et qui passent par tous les points, quoi. Voilà. Mais si vous avez des poids qui sont faibles, et qui sont forcément faibles, vous n'allez pas pouvoir faire ce genre de truc. En fait, ce qu'on veut implémenter, tout simplement, c'est le principe du rasoir d'Occam, si vous connaissez. C'est-à-dire qu'on va considérer que les modèles les plus simples sont souvent les plus justes. Ok ? Du coup, en mettant dans notre fonction de coût ça, plus nos poids seront grands et plus on va vouloir les réduire. Donc on va vouloir avoir un modèle qui sera plus simplifié. On va voir en dessous que ça marche bien, tout simplement. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. J'ai rajouté ce côté-là j'ai rajouté cette petite implémentation. Donc ça, c'est le principe de régularisation. C'est ce qu'on voit ici. Donc, et on voit ici que même si je le laisse s'entraîner longtemps, sans avoir changé quoi que ce soit d'autre que rajouter dans cette fonction de coût cette régularisation, on voit que ma validation croisée ici, donc je vous rappelle que la validation croisée c'est le test sur les données qu'on n'a pas, sur lesquelles on ne s'entraîne pas, donc à chaque fois. Donc là, la courbe verte, les points verts ici, c'est des points sur lesquels on ne s'entraîne pas, qui sont juste là pour tester. Et pour dessiner la courbe verte, et on voit qu'on n'a plus cette espèce de remontée qu'on avait tout à l'heure, donc on n'a pas cette perte de généralité qu'on avait. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Parce que c'est des notions pas forcément super simples, donc je vous engage à poser des questions dès que vous avez des questions, parce qu'elles sont souvent intéressantes. Donc, ce qu'on a vu, c'est la régression polynomiale. On a vu avec cette histoire de surapprentissage et cette histoire de régularisation. Et il y a un petit détail que vous voyez ici. Donc qu'est-ce qui se passe ici ? On a rajouté une petite composition. Alors ce G, c'est quoi ? C'est en fait, ici vous avez la combinaison linéaire du coup de ce que vous aviez avant, donc pareil, hein, donc c'était 1 fois B plus X1 fois W1 plus X2 fois W2, etc. Donc ça, c'est ces Z que vous avez là. Et ça, vous allez le composer encore après avec une fonction, donc une fonction ce qu'on appelle une fonction d'activation. Ce G, c'est ce qu'on va appeler une fonction d'activation. Et quand vous allez activer un neurone, et quand il va être activé, il va devenir du coup la fonction d'hypothèse qu'on avait tout à l'heure. Donc on rajoute une étape. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on rajoute cette étape ? Ouais, au fond. Alors, en l'occurrence, en effet, souvent cette fonction d'activation sera non linéaire pour qu'on puisse casser la linéarité, parce qu'après, quand on va vouloir enchaîner des étages des couches de réseau de neurones, parce que là on a une couche de neurones, mais plus tard quand on en aura plusieurs, si on fait juste des combinaisons linéaires, ça sert à rien. Autant faire qu'une seule combinaison linéaire, ça suffisait. Voilà. Donc là, ça va nous servir à casser la linéarité, à rendre nos réseaux de neurones utiles, tout simplement. Donc déjà, oui, mais pas que. À quoi d'autre ça peut servir ? Souvenez-vous, là, sur notre truc, on avait des fois des carrés ou des trucs comme ça, ce qui fait que dans notre réseau de neurones, on pouvait avoir des valeurs qui risquaient d'être un petit peu élevées. Donc les fonctions d'activation, elles vont aussi nous servir à contrôler où est-ce que vont être nos valeurs. Généralement, on ne veut pas que nos valeurs soient autre part qu'entre 0, qu'entre moins 1 et 1. Parce que sinon, ça peut très vite exploser, ça peut très vite, dès qu'il y a des puissances, ça peut très vite faire n'importe quoi.
et c'est pas ce qu'on veut. Donc en général, ce qu'on va vouloir, c'est faire en sorte que ces valeurs soient entre 0 et 1. Donc ces fonctions-là vont souvent être des fonctions de R dans 0,1 ou dans moins 1,1. Donc vous pouvez penser à la tangente hyperbolique, à la sigmoïde, qui est 1 sur 1 plus exponentielle de moins x. Vous avez plein de fonctions d'activation différentes. Elles ont toutes des utilités différentes, mais elles vont toutes vous permettre de contrôler un petit peu la taille de vos données. Parce que quand on code les trucs avec Keras, c'est gentil, il le fait un peu tout seul. Mais quand on fait chose à la main, évidemment, il faut bien vérifier tout ce genre de détails. Donc ça va nous servir à ça, mais pas que toujours. Il manque une dernière chose. Ça tombe bien, il y a les slides qui arrivent derrière pour expliquer ça. Ce dernier point. Une idée naïve qu'on voudrait voir quand on... imaginez que vous voulez faire une prédiction donc, à deux classes. Donc vous vous dites, je veux prévoir y est égal à 1 quand je suis dans une classe et y est égal à 0 quand je suis dans une autre classe. Imaginez par exemple que ce soit l'échelle de satisfaction du RU. En fonction de... Donc là, ce que vous avez est-ce que le client était satisfait? Donc est-ce que l'étudiant qui allait au RU était satisfait? Donc si oui, 1, sinon 0. Et en bas, ce que vous avez, c'est, imaginons, la qualité du repas qu'il a eu. Là, vous voyez que pour faire une prédiction comme ça, depuis tout à l'heure, on faisait des régressions linéaires, grosso modo. Donc là, on avait notre régression linéaire, on se disait, ok, je fais une régression linéaire de les y égale 1 et les y égale 0 en fonction de la qualité du repas. J'obtiens une droite. Bon, on va pouvoir se dire qu'à partir d'une certaine limite, on va considérer que les gens sont satisfaits. Donc, par exemple, ici, c'est ce qu'on a fait, on va dire que à partir du moment où on est à 0,5, donc exactement entre 0 et 1, on va considérer que l'étudiant sera satisfait. Ok? Donc, si on calcule l'intersection du coup entre notre régression linéaire et notre limite du coup de satisfaction, tout ce qui sera de ce côté-là, on considérera qu'ils sont satisfaits, et tout ce qui seront de ce côté-là, on va considérer qu'ils ne seront pas satisfaits. Ok? Dans notre modèle de prédiction. Bon là on se dit que ça marche bien, hein, ça va, hein, on fait notre régression linéaire, on coupe à la moitié, pas de souci, c'est cool. Sauf que, notre RU par exemple, les données sont pas aussi bien distribuées, ça ressemble plus en fait à ça. Hein. C'est-à-dire que souvent, c'est très facile que le RU fasse de la merde, mais c'est beaucoup plus dur qu'il fasse un truc vraiment bien. Donc au final, la quantité de données quand les gens sont satisfaits du RU, ça va pas si loin vers la droite que ça en fait. Donc vos données, elles sont un peu écrasées du côté des gens qui sont satisfaits et beaucoup plus dispersées du côté des gens qui ne sont pas satisfaits. Ok? Et là, vous remarquez qu'on fait la même chose que tout à l'heure, hein. On fait notre jolie régression linéaire et on prend notre limite à 0,5 et on va dire que tous ceux qui sont plus que 0,5, on va considérer qu'ils sont contents et les autres, non. Là, on voit bien qu'il y a un problème parce que ces deux points-là, ils n'ont rien à foutre là. Hein. Ces deux points-là, ils devraient être insatisfaits. La limite, elle devrait être ici et elle ne devrait pas du tout être ici. Alors c'est à ça aussi que les fonctions d'activation vont nous servir, et ça sera surtout en fin de réseau de neurones, parce que dans les réseaux de neurones, ça va nous servir à contrôler le flux des données, à contrôler comment le gradient va se comporter, etc., ce qu'on disait tout à l'heure, à casser la linéarité, tout ça. Mais à la fin de votre réseau de neurones, vous allez vouloir faire en sorte de pouvoir interpréter facilement vos résultats. Pour ça, vous avez deux fonctions qui sont les plus connues. Alors, la première, c'est la sigmoïde, celle qui est là. Voilà. Cette fonction qui est 1 sur 1 plus exponentielle de moins z, donc qui est à z associe ça. Ça va vous permettre de ramener vos valeurs entre 0 et 1. Donc des valeurs de R dans R entre 0 et 1. Ok? Donc dès que vous êtes à moins l'infini, ça fait 0, et dès que vous êtes à plus l'infini, ça fait 1. Je vous laisse vérifier en 2 secondes sur l'expression. Normalement, ça devrait le faire. Et ça a la particularité que maintenant, si je fais ma limite à 0,5, peu importe comment les données sont dispersées, je vais toujours avoir quelque chose d'assez intéressant. Je vais toujours avoir quelque chose de vraisemblable, on va dire. Donc là, ma limite, elle est bien où elle devrait être, à savoir à 0. Donc autrement dit, dès qu'on considère que la qualité est positive, alors les gens sont satisfaits. Ce qui n'est pas forcément le cas, sachant sur les données qu'on a en tout cas. Ok? Ça c'est le cas particulier de quand on a deux classes en sortie. On verra que quand on aura plusieurs classes, il y a une fonction que vous verrez en statistique, en physique statistique plus tard, qui s'appelle la fonction softmax. Donc c'est quasiment la même chose, enfin c'est cette chose-là mais généralisée à plusieurs variables. On la verra, vous la verrez sûrement avec Excel en tout cas, quand vous ferez de la classification, qui vous permettra donc de généraliser cette idée de bien régler les trucs, enfin de faire des jolies courbes comme ça, donc à plusieurs variables de sortie. Donc ici on parlait des fonctions d'activation. Les fonctions d'activation, c'était le truc que je rajoutais à la fin ici. Donc là, je rappelle, j'ai ma combinaison, le z ici c'est ma combinaison linéaire des trucs là, et donc je compose avec une fonction avant d'avoir mon résultat. Ok? Donc je vais rajouter une composition en fait. Ça c'est ma fonction d'activation. Et la question c'était pourquoi est-ce qu'on mettait ça?
Donc notre camarade au fond a précisé que ça pouvait être pour casser la linéarité dans des réseaux de neurones, pour pas qu'on ait des combinaisons linéaires de combinaisons linéaires, sinon ça servirait à rien d'avoir des réseaux en fait. Ça serait juste, on pourrait tout résumer à une seule couche en fait, ce serait des combinaisons linéaires, quoi. Donc il y a ça. Il y a le fait qu'on puisse contrôler les données pour qu'elles soient entre 0 et 1, pour qu'elles soient, voilà, que les gradients se propagent bien, etc. Donc ça, c'est tout ce qui va être à l'intérieur des réseaux. Voilà. Et moi, ce que je disais, c'est une troisième partie qui va être à l'extérieur des réseaux, donc à la fin de votre réseau de neurones, en général. Vous allez rajouter une dernière fonction d'activation qui va vous permettre d'avoir des résultats interprétables, en gros, et de pouvoir facilement interpréter vos résultats. Donc là, l'exemple de la régression linéaire toute bête, par exemple, donc sans faire de fonction d'activation à la fin, je disais que ça marchait pas dès qu'on voulait faire de la classification binaire. Binaire, pourquoi? On voulait savoir, imagine tu veux classifier, avoir une fonction qui te dit, à partir de la variable ici en bas, qualité du repas, tu veux avoir la variable en haut, à savoir, est-ce que le client était satisfait ou non? Bah tu peux te dire, je fais une régression linéaire, et si je suis au-dessus de 0,5, alors je vais considérer qu'il est satisfait, si je suis en dessous, alors je vais considérer qu'il n'est pas satisfait. On voit que ça, dès que les données sont déséquilibrées, bah ça marche plus, parce que bah, là on voit que la limite elle n'est pas au bon endroit, elle est là alors qu'elle devrait être là. Tu vois? La limite, eux, ils ne devraient pas être considérés comme satisfaits. Ils sont dans la partie verte alors qu'ils devraient être dans la partie rouge. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on compose avec ces fonctions d'activation. Donc là, j'en donne un exemple, la sigmoïde, qui est parfaite pour la classification binaire, qui vous permet du coup d'avoir un truc plus intuitif de si je coupe à 0,5, là, j'aurai la bonne limite. Parce que ça, c'est un exemple, c'est pour la classification binaire, en fait, elle va te permettre de ramener des résultats entre moins l'infini et plus l'infini à des résultats entre 0 et 1. Et la sigmoïde de 0, ça fait pile 1,5. Parce que là, ça fait exponentielle sur 1 plus 1, donc 1 demi. Et du coup, dès que tu auras des trucs positifs, tu vas savoir que tu vas être dans la partie ils sont satisfaits, et dès que tu auras des trucs négatifs, dans la partie ils sont pas satisfaits. Et donc ça va te permettre de ramener ton résultat de R dans R à un truc dans 0,1, et qui à 0,5 sera pile la moitié. Alors que là, avec la régression linéaire, tu avais un truc qui était un peu pondéré selon comment les exemples étaient rapprochés ou pas, alors que là non, peu importe. Tu vois, ça fera. Dans tous les cas, ici, tu auras une ligne droite, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je pourrais avoir plein d'exemples accumulés ici, ça va pas, c'est pas comme ça. Avec la régression linéaire, ça aurait décalé ma régression linéaire comme ça, alors qu'avec la sigmoïde, ça va rien changer. Bah tu sais que tu veux faire une classification binaire. Mais dès que tu veux faire une classification binaire, c'est toujours comme ça. Après, si tu veux faire une régression, justement, tu vas peut-être pas faire la même chose. Si tu veux prédire le prix d'une maison, tu vas pas faire ça, parce qu'il va pas être toujours entre 0 et 1 ton prix d'une maison, tu vois. Ça va pas être ouf, tu vois, comme résultat sinon. Donc tu vois, c'est selon ce que tu veux faire. Donc c'est pour vous dire que les fonctions d'activation, elles peuvent aussi vous servir à interpréter vos résultats selon ce que vous voulez faire, évidemment. Si tu veux, comme tu le dis, là c'est parce qu'on veut faire ça. On veut faire une classification, et donc pour les classifications, c'est un exemple majeur, ça, de fonctions d'activation que tu mets à la fin. Ok? Est-ce que c'est plus clair pour tout le monde? Super. Alors passons à la suite. Donc ça, c'est là que je parlais de la régularisation normalement. Donc voilà. Je vous rappelle, la régularisation, c'est donc pour ajouter du biais et donc avoir une généralisation plus forte, forcer la généralisation de réseau. Donc ne pas trop apporter d'importance que aux données, mais aussi mettre du biais là-dedans pour avoir un truc un peu plus généralisé. Donc rappelez-vous de l'histoire de la régression polynomiale qui faisait ça, et qui faisait, donc c'est ce qu'on avait. Et donc c'est ce qu'on a rajouté ce terme dans la fonction de coût pour donner un coût au poids et qu'on pénalise les modèles qui sont trop complexes, en gros. Et donc ça fait quoi? Ça fait que ici, bah dans la mise à jour de vos poids, vous allez juste rajouter le plus lambda fois le poids, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ouais. Ah, bonne question. C'est un peu la même idée que alpha. Tu viens, le facteur d'apprentissage, c'est un truc que tu choisis par ordre de grandeur en fait. Là, dis-toi que le lambda, tu vas le commencer à 0, parce que si tu le mets négatif, c'est l'inverse, tu vas vouloir enlever encore plus de biais, donc tu vas forcer la généralisation de tes données. Donc tu vas faire en sorte d'avoir des poids qui sont les plus grands possibles, ce qui est complètement con. Du coup, il sera forcément positif, donc il va commencer entre guillemets à 0. À 0, c'est quand tu touches pas au modèle et que tu mets aucun biais. Ah, terrible, à la prochaine. Du coup, à 0, c'est quand tu vas mettre aucun biais dans tes données et que tu vas les laisser telles qu'elles sont. Et plus tu vas augmenter la valeur de lambda, donc généralement tu le fais pareil par ordre de grandeur, donc tu commences par ordre de grandeur. Tu commences très très bas, généralement genre à 0,0001, et plus tu vas augmenter ce facteur-là, plus tu vas rajouter du biais et donc forcer tu vas forcer tes poids à être petits en fait, en général. Non, tu le changes pas pendant l'entraînement. Tu le changes en gros d'un entraînement à l'autre. Mais c'est comme le facteur alpha, tu vois, c'est pareil, tu changes d'un entraînement à l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça des hyperparamètres, parce que c'est des paramètres que tu vas régler en amont de tout, quoi, en fait.
C'est des paramètres qui se règlent pas automatiquement, qui se changent pas automatiquement, c'est à toi de les décider au tout départ. Pour l'instant, on en a vu trois, donc la taille des batchs, la vitesse d'apprentissage et du coup le coefficient de régularisation, ici. Ouais. Et on pourrait pas imaginer un alpha qui dépend du pas qu'on a fait. Exactement, il y a des choses qui existent comme ça. Aujourd'hui, les trucs qui sont optimum pour ça, c'est des choses qui vont même faire en sorte de garder un peu l'inertie, pour faire en sorte que si tu as une cuvette locale, bah, tu puisses passer au-dessus et quand même aller plus loin. Tu vois. Par exemple, il y a ce genre de trucs. Il y a aussi, là, pour calculer notre pas de gradient, on calcule l'espérance du gradient sur nos exemples, mais on fait que ça, et on calcule l'espérance du gradient et on fait notre pas. Tu pourrais aussi faire que tu as l'espérance du gradient et tu peux aussi diviser par la variance de ton gradient. Parce que plus ton gradient est variant, donc plus sur chaque exemple, ils te disent d'aller à droite, à gauche, etc., moins tu es sûr de vouloir vraiment le faire. Tu vois. Et plus si ceux-ci te disent tous tes exemples d'aller vers là tu es sûr de vouloir y aller. Tu vois. Donc tu peux aussi diviser par la variance. Tu vois. Il y a plein de trucs à faire avec ça, des petites modifications à mettre à droite à gauche. Dans l'idée, c'est ça. C'est comme un alpha variable. Hein? Ça, c'est comme C'est ça, voilà. En fait, bah, les méthodes actuelles, il y aura toujours ce alpha, parce que même si tu fais ça même si tu divises par la variance, tu auras quand même un facteur alpha qui te permettra de régler ça, tu vois. Parce que si tu le règles pas, tu peux toujours arriver dans le cas où ça diverge et tu te retrouves dans la merde. Tu vois. Ou inversement, s'il est trop petit, des fois si tes espérances de trucs elles sont trop petites par rapport à ce que tu veux vraiment apprendre, et du coup vaut mieux l'augmenter, donc avoir un alpha plus grand pour pouvoir apprendre à peu près vite. Parce que c'est pareil, il y aura même si tu corriges un peu automatiquement ce facteur-là, il y aura toujours une partie que tu dois faire en hyperparamètre de alpha. Tu vois. Okay. Donc même avec les trucs état de l'art aujourd'hui, ils ne se règlent pas tout seul. Hein. Il y a toujours ce facteur alpha qui est là, même si ce qu'il y a derrière là est beaucoup plus complexe. Donc avec des histoires comme je t'ai dit, d'inertie et des histoires de variance à droite à gauche. Donc voilà, continuons. Donc on a fait ça avec plusieurs entrées et une seule sortie. Maintenant, à votre avis, on va faire ça avec quoi? On va faire ça avec plusieurs sorties aussi. Donc on va passer, cette fois-ci, on va faire des fonctions de Rn dans Rn. Enfin, de Rn dans Rp plutôt. Rien ne dit qu'il y a le même côté de chaque côté. Donc grosso modo, qu'est-ce qui va se passer? Bah, exactement la même chose que ce qui se passait quand on avait ça, mais sur chaque ligne. Ça, c'est très utile, notamment quand on fait des classifications. En fait, c'est très utile en général de passer d'avoir plusieurs variables de sortie, parce que imaginez que vous voulez prévoir, à partir de la photo d'une maison, par exemple, vous voulez prévoir son prix, la surface qu'elle aurait au sol, je sais pas, la température qu'il ferait en hiver dans cette maison, voilà. Si vous voulez prévoir plusieurs variables avec des entrées comme ça, vous êtes obligé d'avoir une sortie qui est comme ça, à plusieurs variables. Aussi et surtout, le cas que vous allez très probablement traiter et que vous allez très probablement voir, c'est la classification du coup avec plusieurs classes. Parce que là, tout à l'heure, on a vu la classification binaire en je suis satisfait, je ne suis pas satisfait, mais en général, il y a plusieurs choses. Par exemple, si vous voulez classifier des images de fruits, que vous voulez dire ça c'est une banane, ça c'est une pomme, ça c'est une pêche, ça c'est un abricot, la classification binaire, elle fera pas son taf. Pourquoi? Parce que si vous avez juste, si vous dites juste, ok, 0 c'est une pomme, 1 c'est une poire, 2 c'est une banane, 4 c'est une pêche, il y aura des problèmes dans votre apprentissage parce que vous, ce que vous allez regarder dans votre fonction de coût, c'est la différence entre la valeur la valeur que vous avez prédite et la valeur qui était vraie. Donc, votre modèle ici, il va considérer que dire qu'une pêche c'est une pomme, c'est beaucoup plus grave de dire qu'une pêche c'est une banane. C'est ce qui n'a aucun sens. Donc, en fait, votre algo va avoir intrinsèquement un biais du coup qui n'est pas voulu, quoi. C'est une sorte de généralisation que vous faites, c'est-à-dire que vous dites que c'est plus grave de faire ça que ça, alors qu'en vrai non, voilà. Donc si vous voulez vous débarrasser de ce problème-là, si vous êtes tous sur une variable, c'est-à-dire que vous faites 0, 1, 2, 3, 4, des espèces de paliers, qui ne marchera pas du tout pour la classification, vous êtes obligé de passer par ça, c'est-à-dire avoir plusieurs variables de sortie, donc avoir une sortie dans RP. Est-ce que c'est clair? Ouais. Hein? Bah là, ce serait, ici, je voudrais un peu avoir la probabilité que ce soit une banane, la probabilité que ce soit une pomme, la probabilité que ce soit une pêche, etc. Tu vois, dans chacun des trucs. Alors que tout à l'heure, si j'ai resté avec mon exemple avec juste mon Y, je dirais que 0 ce serait une pomme, 1 ce serait, et ça marcherait pas, tu vois. Parce que comme je l'ai dit, ça te mettrait des biais chelous, tu vois. Voilà. Alors que, ça te dirait que genre les pêches c'est super grave par rapport aux pommes, tu vois, genre ça n'a aucun sens. Tu vois. Alors que là, ça aurait du sens parce que pour chacun, il va essayer de prédire est-ce que c'est une banane ou pas, est-ce que c'est une pomme ou pas. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre que si on a une image de pomme, qu'est-ce que ce sera le vecteur Y ici? Ce sera 1, 0, 0, 0, 0 partout. Parce que ce sera une probabilité de 1 que ce soit une pomme et une probabilité de 0 que ce soit autre chose. Parce qu'on les connaît, tu vois. Voilà.
Et donc c'est comme ça qu'on va pouvoir coder des classifications en général, comme ça. Donc imagine que si les bananes c'est la classe numéro 3, bah, l'exemple d'une banane ce serait 1, 0, 0 et 0, 0, 0, 0 partout ailleurs. Ok? Et donc qu'est-ce qui va se faire? Il va se passer exactement la même chose, sauf que notre fonction de coût elle va changer un petit peu, vu qu'on n'a plus juste h moins y, on a le vecteur h moins le vecteur y au carré, ce qui ne va pas changer énormément non plus, mais voilà. Et donc là d'ailleurs je me suis trompé, c'est pas j'ai un copier-coller fâcheux, mais c'est pas juste la somme des wn, enfin des wj, parce que comme vous l'avez remarqué, il y en a beaucoup plus de poids, parce que pour chaque ici classe, vous allez avoir la somme des poids, vous allez avoir n poids différents. Du coup vous allez avoir n fois p poids, donc en fait vous allez avoir une matrice de poids, que vous allez avoir entre ça et ça. Et c'est cette matrice de poids qui va être le coût ici. Donc c'est le coût de la matrice de poids au carré terme à terme. Voilà. Ok? Mais grosso modo, ça va pas changer grand chose, surtout dans l'implémentation, ça va pas changer des masses, quoi. Il y aura juste, ça va juste devenir des vecteurs, quoi. Est-ce que j'ai un exemple pour ça? Oui, normalement j'en ai un. Alors je reviens ici. Donc là c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, donc c'est pour la régression logistique uniclasse. Donc souvenez-vous avec la sigmoïde, l'histoire de la sigmoïde entre 0 et 1. Donc là par exemple j'ai pas un mais deux paramètres d'entrée. Donc j'ai une coordonnée x et une coordonnée y, et j'ai un nuage de points là-dedans, et je veux trouver quelle est la séparation dans mon nuage de points. Pour ça ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la sigmoïde comme ce qu'on avait dit tout à l'heure en sortie. Ensuite, donc je passe tout ça, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, je trouve que c'est avec des matrices. Donc ça, c'est les expressions que vous devez implémenter si vous voulez les implémenter avec les matrices, c'est tout. Enfin, je vous laisserai lire ça à la tête reposée, c'est pas la peine de se pencher là-dessus. Et donc là, la régression logique multiclasse, c'est ce que je disais là, c'est qu'on transforme juste notre vecteur hypothèse, ça devient un vecteur, donc avec une ligne par sortie, donc p lignes en tout. Et notre vecteur y qui devient un vecteur y, enfin ça fait 0, 1, 0, 0, 0 avec des 0 partout, sauf dans la classe où laquelle c'est. Voilà. Et donc notre entraînement il va être grosso modo le même. Là je vous laisse regarder un petit peu les détails pareil aussi sur l'histoire de matrice. J'ai écrit des choses là-dessus intéressantes, mais je vais pas les traiter ici, on n'aura pas trop le temps. Donc voilà. Et donc on obtient un résultat qui est, un truc qui est similaire parce que j'ai remis une classification binaire parce que malheureusement on n'a pas vraiment beaucoup de place. Quoi que j'aurais pu faire non, j'aurais pu en plus faire plus, mais tant pis. En gros voilà, donc on peut faire des classifications à 3 classes, 4 classes, 5 classes, ça marcherait exactement pareil. Ce truc là. En particulier, notre algorithme ici nous permet de faire un truc qui est pas si mal, qui est la classification du MNIST. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc. C'est un peu le Hello World du machine learning. En fait, le MNIST, c'est des données manuscrites de chiffres écrits à la main. Donc c'est des images de 28 par 28. Vous avez des 1, 2, 3, 4, 5, 0, de 0 à 9, quoi. Des chiffres écrits à la main. Et votre but, c'est de prendre ces images-là et de prédire quel chiffre est écrit dessus. Alors pour un humain, c'est très con, parce que nous, on le voit et c'est instantané. Mais pour une machine, transformer des pixels en nombres, c'est pas forcément évident. Et du coup, rien qu'avec notre modèle là qu'on a, on peut faire ça, on peut l'entraîner. Donc, et en entraînant un réseau un peu nul, avec une couche comme ce qu'on a fait, donc sans avoir de couche intermédiaire ni rien, donc un réseau de neurones basique à juste un étage, en gros, on arrive quand même à avoir une précision de 83%, ce qui n'est pas exceptionnel, mais ce qui est déjà pas mal pour un truc à une couche. Et évidemment, ces trucs à une couche ne sont pas du tout suffisants, puisqu'il y a des exemples qui permettent il y a des exemples qui mettent en échec ce perceptron. Pourquoi est-ce qu'ils le mettent en échec? Parce que, est-ce que vous savez ce que c'est que le XOR? Tous ou pas? Pas du tout. Qui sait ce que c'est que le XOR plutôt? Ah quand même, beaucoup plus de gens que d'habitude. Donc le XOR c'est quoi? C'est en gros, c'est juste une porte logique. Vous avez deux entrées, donc vous avez deux entrées, et vous voulez mettre, la classification que vous voulez faire c'est, si les deux entrées sont, s'il y en a une des deux et seulement une des deux qui est allumée, alors la sortie ce sera 1, et sinon elle sera 0. Donc si les deux sont allumés, si vous avez 1 et 1 en entrée, alors ça fera 0. Si vous avez 0 et 0, ça fera 0. Si vous avez 1 et 0, ça fera 1. Et si vous avez 0 et 1, ça fera 1. Ok? Et si vous voulez entraîner un réseau de... Enfin, c'est une fonction qui vous donne ça. C'est une fonction de deux variables à une variable. Donc c'est de 0,1 dans 0,1. Et... de 0,1 au carré dans 0,1, pardon.
et c'est une fonction donc qui va être que vous pouvez essayer d'approximer avec un perceptron, mais vous verrez que ça ne marchera pas du tout. Pourquoi? Parce que en fait, le nombre d'étages qu'on va mettre dans un réseau de neurones, ça va être assimilable au nombre de coupes que vous allez pouvoir faire dans votre espace. Donc votre espace, par exemple, si votre espace c'est un espace de dimension 2, donc un plan, les coupes ça va être des droites. Donc vous allez pouvoir séparer votre plan en deux, une seule fois, avec le perceptron. Ce qui n'est pas du tout suffisant. Alors j'ai pas de dessin malheureusement, c'est con, le truc n'a pas marché, mais bref. En gros, dans l'idée, vous avez, c'est ce qui est écrit là, c'est si vous êtes à 0, 0 ici, vous voulez prévoir 0, à 1, 1, vous voulez prévoir 0 ici, ici vous voulez prévoir un 1, et ici vous voulez prévoir un 1. Et ça, vous pouvez pas le couper, vous pouvez pas le séparer en une seule coupe dans votre plan. Et c'est d'ailleurs pour ça que le truc échoue complètement. Là, si on regarde les prévisions qu'il fait, notre perceptron, il produit du 0,6 partout parce que il fait de la merde. Il a pas réussi à apprendre le bon truc. Voilà. Il n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et donc pour pouvoir faire ces coupes supplémentaires, il va falloir rajouter des couches intermédiaires. Et c'est ce qu'on va faire par la suite. Ce qui va rajouter pas mal de complexité à nos algorithmes, mais qui va nous permettre de faire des réseaux de neurones et donc d'avoir des bien meilleurs résultats en général et de pouvoir casser ce genre de problème. Alors on va passer dans la dernière partie du coup de cette présentation, qui est évidemment... Oui. Ouais, regarde, attends, je vais... au secours. Alors avant de passer à la suite, ici, tu vois, ici j'ai un plan, et donc mon perceptron il me permet de faire une coupe comme ça. Et de séparer les choses comme ça, tu vois. Cette coupe, elle pourrait être courbe, hein, parce que je peux composer avec des fonctions non linéaires, etc. Donc je pourrais faire une coupe qui serait comme ça, tu vois. Mais je peux pas dire que si vous êtes, tu vois, je peux pas faire un morceau en disant tous ceux qui sont ici et tous ceux qui sont ici, ils seront de la même classe, et tous ceux qui sont ici et tous ceux qui seront ici seront d'une autre classe. Donc je peux pas dire que rouge, rouge et bleu, bleu, je pourrais pas le faire, tu vois. Ou enfin plutôt jaune, jaune et violet, violet, je pourrais pas le faire parce qu'il me faudrait deux coupes. Tu vois, il faudrait que je coupe une fois comme ça et une fois comme ça. Il faudrait que je fasse deux séparations. Donc, en gros, je pourrais pas dessiner une hyperbole, tu vois, dans mon plan. Je pourrais pas faire un truc comme ça. Parce que en fait, si j'avais deux couches, je pourrais faire deux coupes. Je pourrais faire un morceau comme ça et un morceau comme ça. En gros, je pourrais séparer deux fois le plan. Alors pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Faudrait creuser un peu plus. Mais pour vous simplifier la vie, dites-vous que chaque couche que vous rajoutez, vous pouvez faire une coupe de plus dans votre espace. Donc si votre espace est un espace de dimension 3, une coupe ce sera pas une droite mais un plan. Donc si vous êtes dans l'espace de dimension 3, à chaque fois vous pouvez faire un plan de séparation comme ça. Et si chaque fois que vous rajoutez une couche, vous pourrez rajouter un plan de séparation. Et donc quand vous rajoutez des couches, et en faisant tendre le nombre de couches vers l'infini, théoriquement, vous pouvez approximer n'importe quelle fonction qui existe. Parce que vous pouvez faire un nombre de coupes infini dans l'espace. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est bien les réseaux de neurones et que ça marche bien, c'est parce qu'en faisant grandir ce nombre de couches, vous allez pouvoir approximer n'importe quelle fonction qui existe. Donc de vos paramètres dans l'espace que vous voulez. C'est l'intérêt. Donc là, c'est ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir rajouter des couches. Parce que pour l'instant, on n'a qu'une couche et on va pas faire grand-chose. Ça va pour l'histoire des coupes? Vous avez compris grosso modo? Donc là j'ai fait qu'une coupe. En gros, ouais, c'est dommage, j'ai pas le visuel pour ça. Mais ici, en gros, je vous aurais montré le visuel. C'est parce que le XOR, justement, en fait, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire une croix comme ça, où tout ce qui est ici, c'est 0, tout ce qui est ici, c'est 0, tout ce qui est ici, c'est 1, et tout ce qui est ici, c'est 1. Et ça, on peut pas le faire, parce qu'il faudrait deux coupes. Tu peux pas le faire avec juste un morceau, tu vois, genre comme ça. Tu peux pas les séparer, enfin, tu peux pas les séparer comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une deuxième couche. Au moins. Évidemment, s'il y en a plus, ça marche aussi. Et donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc, ajout de nouvelles couches, on va ajouter des couches intermédiaires, on va faire ça, ça. Alors, je vais expliquer les notations. Les notations. Alors, les A ici, vous remarquez que c'est plus des H, c'est plus des Z non plus, c'est parce que c'est des Z activés à chaque fois. Vous vous souvenez, avant le H, c'était Z qui était activé par la fonction d'activation. Donc là, quand je mets A, c'est que vous faites la combinaison linéaire avec les poids des entrées, et vous composez avec la fonction d'activation. Donc A c'est pour activer, donc c'est des neurones activés à chaque fois. Ok? Et vous avez à chaque fois des neurones activés qui vont en fait devenir de nouvelles entrées pour un deuxième perceptron qui est ici. Et après, etc. Vous allez devenir de nouvelles entrées pour un autre perceptron qui sera après. Et donc en fait on a juste collé de ce qu'on avait fait tout à l'heure. Donc là c'est pareil, hein. Comment est-ce qu'on va faire une propagation avant? On va juste prendre notre vecteur d'entrée, le multiplier par cette matrice. Ensuite, on va obtenir du coup ce vecteur-là, qu'on va multiplier par cette matrice, qu'on va obtenir ce vecteur-là, et on va multiplier par cette matrice, etc. Vous comprenez l'idée?
Voilà, c'est à chaque fois, on va utiliser du coup les poids qu'il y a là, donc cette matrice de poids là, cette matrice de poids là, cette matrice de poids là, et on va toujours rajouter le petit biais à chaque fois, et on va ainsi pouvoir faire un réseau de neurones. Donc un réseau de neurones, ça va être quoi? Ça va être juste un enchaînement d'enchaînements de neurones. Tout simplement. C'est tout con. Quand on revient à la base des maths derrière, au final, c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est toujours intéressant, et c'est toujours marrant de voir qu'avec si peu de choses, au final, on arrive à faire des choses si ouf. Ouais, il y avait une question qui se... Non, finalement. Ok. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Notamment sur les notations. Voilà. Là c'est bon, vous voyez, il n'y a aucune notation qui vous perturbe là normalement. Donc les h ici, c'est l'hypothèse qu'on veut de notre sortie. Notre sortie est la p variable. Hein. Donc p peut être égal à 1, hein, on s'en fout. Hein. P il est quelconque. Enfin, il est égal à n. Enfin, il est dans n quand même, faut pas déconner. Mais enfin, il est dans n étoiles même. Faut pas déconner. Mais pareil, on a autant de variables qu'on veut. Donc on peut, quand on aura le MNIST, là, souvenez-vous, c'est des images de 28 par 28. En fait, ça vous fait un vecteur de taille 728. Parce que vous allez juste coller les pixels les uns par rapport aux autres. Oui. Alors, comment est-ce qu'on... Bah justement, la structure du réseau de neurones, ce sera un hyperparamètre qui sera un des plus importants. Parce que, donc vous vous souvenez les hyperparamètres, j'allais y venir du coup. Les hyperparamètres qu'on a vus pour l'instant, c'est la taille des batchs, ouais. Donc c'était combien d'exemples on prend de tous nos exemples pour faire un pas de gradient. Ensuite, alpha, c'était la vitesse d'apprentissage. Si on va trop loin et qu'on passe de l'autre côté, on va diverger. Si on va trop lentement, bah, on va jamais converger. Voilà. Lambda, c'était la régularisation, donc on peut ne pas en mettre hein, si lambda égale 0, voilà tout simplement. Et on peut en mettre évidemment des grosses régularisations si on veut ajouter du biais pour compenser la variance des données par rapport aux données. Et donc là voici notre dernier hyperparamètre pour aujourd'hui en tout cas, qui sera la structure du réseau, à savoir à chaque étage, quelle sera de 1 la fonction d'activation que vous allez utiliser, et de 2 quel sera le nombre de neurones qu'il y aura dans chaque étage. Parce qu'il peut très bien en avoir très peu ou pas le tout. On verra que selon les structures, on peut faire plein de trucs intéressants, notamment les auto-encodeurs, qui sont un des trucs que je vous invite à regarder. On a un petit projet sur ça sur Automatan, s'il vous plaît. Enfin, il y a plein de choses notamment. Les auto-encodeurs, ça vous permet de faire un apprentissage de représentation, c'est-à-dire que à partir d'une entrée, vous allez vouloir reproduire cette entrée. Ça semble très con, sauf qu'au milieu, vous allez vouloir réduire le nombre de variables que vous avez. Donc vous allez forcer votre réseau de neurones à apprendre à partir de peu de variables, donc ce qui est au milieu, à reproduire l'image que vous avez faite. Par exemple, imagine tu veux prendre un visage. Un visage, il n'y a pas autant de pixels, enfin genre si tu changes si tu changes un pixel, techniquement ton visage il change pas, tu vois. Donc il y a plein de variables, donc quand tu prends tous les pixels, il y a plein de variables qui servent à rien en fait. C'est des combinaisons linéaires de ces variables qui vont être intéressantes. Et toi ce que tu vas pouvoir extraire, c'est quelles combinaisons linéaires de ces variables sont intéressantes justement. Mais comment lui, il va le savoir? Enfin, comment l'algorithme? Et bien exactement comme ça en fait. Là, à partir de l'entrée, tu vas vouloir produire l'entrée. Là, le Y, tu le remplaces par X, par l'entrée elle-même, et tu vas lui forcer à prédire l'entrée à partir de l'entrée. C'est ça, pour dégager tout ce qui est nul. Ce qui va dans le même sens, et ben, qui va... Exactement. Tu vois l'idée? Voilà. Donc en faisant varier cette structure, on va pouvoir faire plein de choses différentes. Donc que ce soit les auto-encodeurs, que ce soit des GAN, que ce soit des réseaux convolutionnels, toutes les jolies choses que vous allez voir plus tard, mais qui partiront un peu tous de ces choses-là. Voilà. Ok? Ouais. Sur un layers, parce que sinon, alors pourquoi est-ce que ça doit être toujours la même? La question c'est est-ce que ça doit toujours être la même? Je réfléchis 2 secondes parce que je me suis jamais posé la question pourquoi est-ce qu'on mettait pas sur un neurone individuel. Je pense que sinon ça fout le bordel sur la distribution de données que tu as. Enfin, genre, je vois pas pourquoi tu ferais. En fait, sachant que ça c'est une combinaison linéaire de trucs et ça aussi, tu vois, genre, je vois pas pourquoi est-ce que tu mettrais une activation qui serait là, qui serait différente des autres, tu vois. De toute façon, en général, les fonctions d'activation dans vos réseaux de neurones, surtout s'ils sont profonds, ce sera toujours la même, ce sera la ReLU. La ReLU qui est la fonction qui fait tac, tac. Donc elle fait 0, 0, 0, 0 partout, jusqu'à ce que tu arrives à 0, et après elle vaut juste x. C'est très con comme fonction. C'est la fonction d'activation de base que vous allez utiliser. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de casser la linéarité et de ne pas perdre le gradient en fait. Parce que les fonctions d'activation, quand vous allez calculer le gradient, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure quand vous faites la propagation arrière, c'est le prochain truc qu'on va voir. Quand vous allez calculer qu'est-ce qu'il faut changer dans les poids là. Vous vous souvenez, tout à l'heure on disait juste ce qu'il faut changer dans les poids, c'est leur influence sur la fonction de coût. Donc c'était juste la dérivée de la fonction de coût par rapport à ce poids. Donc ça c'était facile à calculer quand ils étaient collés là. Quand ils sont collés à la fonction de coût c'est facile, mais évidemment quand ils sont ici là, ça va être plus difficile, vous vous en doutez. Et donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et donc quand vous faites cette étape là, de repropager en arrière, si au milieu vous avez des fonctions d'activation qui sont un peu cheloues, elles vont vous faire perdre votre gradient. C'est-à-dire qu'il va être divisé très fort en termes
C'est comme si vous mettiez un alpha égal à 0,000001, quoi. Voilà. Vous allez casser votre gradient. Et si vous faites ça, bah, évidemment, vous n'allez jamais apprendre quoi que ce soit. Votre algo va jamais converger. Et donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met la ReLU, parce que le gradient du coup de la ReLU, ça fait juste 0 ou 1. Mais grosso modo, vous n'allez pas perdre votre gradient sur le chemin comme avec d'autres. Donc en général, ça sera même pareil partout dans tous les étapes intermédiaires. Alors pourquoi est-ce qu'on ne fait pas sur un neurone en particulier? Je pense que tu pourrais, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt tout simplement en fait. Par contre, mettre une couche spéciale qui a une activation spéciale à un moment précis, ça peut être utile pour des trucs ou d'autres. Mais en général, vous allez avoir à l'intérieur de votre réseau quasiment toujours la même chose, et à la fin de votre réseau, un truc spécial qui dépend de qu'est-ce que vous voulez faire. Ce qu'on disait tout à l'heure, si tu veux prédire des maisons, si tu veux classifier, tu vas avoir le softmax, qui est la généralisation de ce que je dis de la sigmoïde, qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être sa généralisation, ça va être, en gros, ça va vous donner une distribution de probabilité sur ça. Voilà. Revenons du coup justement à cette histoire de propagation arrière. Donc, on commence à rentrer dans le sujet, à se demander comment est-ce que ça va prendre, pourquoi est-ce qu'on perdrait de l'information entre temps, etc. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut faire à chaque fois? À chaque fois, ce qu'on veut faire, c'est calculer notre fonction de coût. Donc ici, nous, c'est la perte quadratique. On veut savoir l'écart quadratique entre ce qu'on a prédit et ce qu'on voulait prédire. Ok? À partir de ça, ce qu'on va faire, c'est calculer l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer sur les poids qu'il y a là, mais pas que. On va trouver ce qu'il faut changer sur chacun des poids ici, mais aussi ce qu'il faut changer sur ceux-là. Le problème, c'est que ça, on ne peut pas les changer nous. On n'a pas accès à ça. Nous, on n'a accès que aux poids. C'est que les paramètres qu'on peut changer, c'est juste les poids. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Voilà, donc c'est ce que je disais. Donc, avec chacun des poids, on va pouvoir calculer du coup ce qu'il faut changer sur ça. Et avec chacun des exemples ici, on va calculer qu'est-ce qu'il faut changer sur ce neurone. Donc, on va savoir ça, mais sauf que pour changer des trucs sur ce neurone, on ne peut pas le faire directement. On est obligé d'utiliser les poids qu'il y avait avant ici. Et donc, c'est ce qu'on va faire en chaîne. Donc, on va faire ici en chaîne, on va dire, ok, du coup, il faut que je change ce poids, ce poids, ce poids, ce poids, ce poids, et ce neurone-là aussi. Et donc, pour changer ces neurones-là, il va falloir que je fasse tac, 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 et on va remonter jusque à nos variables initiales. Ok? Ça, c'est l'intuition qu'il faut avoir. Donc là, j'ai pas tracé tous les traits rouges, hein, mais vous imaginez bien qu'il y a des traits rouges partout, normalement, sur chacun des putains de neurones. Donc voilà. Et donc, qu'est-ce que ça va faire mathématiquement? Et comment est-ce qu'on va traduire ça mathématiquement? Comment est-ce qu'on va implémenter ça? C'est ce qu'on va faire ici avec le cas le plus simple. On va revenir à notre petit neurone. Vous le reconnaissez, il est là. Sauf qu'on va les enchaîner des petits neurones tout seuls sur chaque couche. Et on va essayer déjà de faire apprendre ça, de faire une propagation arrière sur ça. Alors pour ça, on va utiliser un magnifique outil qui s'appelle la règle de la chaîne. Donc là, vous la voyez hein, je rappelle, la règle de la chaîne a une dimension, hein, voilà. Vous la connaissez, elle vous adore et vous l'adorez aussi. Donc voilà. Alors ici, c'est ce qu'on avait déjà calculé l'autre fois. Donc, alors oui, des maths, hein, attention, là c'est la seule slide et la dernière slide il y a des maths. La propagation arrière, c'est l'endroit le plus difficile de cette formation. Donc si vous voulez fuir les maths, concentrez-vous juste sur cette slide, c'est la seule qui est comme ça. Vous inquiétez pas, ça ira. C'est juste des dérivés. C'est juste des dérivés, je vais vous les décrypter, il n'y a pas de souci. Donc, revenons à toutes nos définitions. Donc j'ai réécrit un petit peu les définitions des notations qu'on a faites, parce qu'on a fait quand même pas mal de chemin depuis le début. Alors, souvenez-vous, J, c'est notre fonction de coût. Notre fonction de coût, c'est la différence au carré entre les hypothèses qu'on a et notre sortie, qu'on connaît. Parce qu'on apprend sur des exemples qu'on connaît. Okay. Ensuite, ce qu'on a, c'est l'activation, donc un neurone activé, c'est quoi? C'est la composition de la fonction d'activation qui est utilisée à cet étage-là. Donc elle est indicée par l'étage où le layers, du coup, l'étage où il est. Qui est composé du coup avec le Z qu'il y avait à cet étage-là. Ok? C'est ce qu'on a là. Hein. Je vous rappelle que là, pour l'instant, il n'y a pas d'indice autre parce qu'il n'y en a qu'un neurone par couche, je sais pas. Donc là, ce que vous avez ici, c'est par exemple que l'activation, ça là, c'est juste ça qui est composé avec ça. Hein. C'est ce qui est écrit là, hein, grosso modo. Et ça, c'est vrai pour chaque étage. Et ensuite, chacun des Z, donc là, Z1, c'était égal à B plus W fois ce qu'il y avait avant. Donc ce qu'il y avait avant, c'est l'activation d'avant, sachant que l'activation 0, c'est la variable. Ok? Ça vous va là? Donc ça, c'est juste les définitions de notation. Alors, petit rappel. Ensuite, rappel de la règle de la chaîne. Ça, on peut l'utiliser en fait, parce que ici, vous remplacez AL plus 1 là, par H. Et donc la dérivée de W, enfin de J par rapport à W, c'est la dérivée de J par rapport à H, fois la dérivée de H par rapport à Z, fois la dérivée de Z par rapport à WL. Donc ça c'est quoi? C'est juste là, donc ça fait H moins Y. La dérivée de J par rapport à H, ça fait H moins Y. C'est ce que vous avez là, c'est le premier terme. La dérivée de A par rapport à Z, c'est juste l'activation, la dérivée de l'activation, tout simplement. Donc c'est ce que vous avez là. Et la dérivée de Z par rapport à W, c'est ce que vous avez là, c'est A fois, c'est AL. Donc vous pouvez le calculer même plus comme ça.
plus facilement. Et donc la dérivée de z par rapport à b, c'est juste 1, donc il n'y a rien ici. Et enfin, la dernière influence qu'on voulait regarder, celle qu'on ne peut pas changer à la main, mais qui nous intéresse quand même, c'est la dérivée de j par rapport à a. Comment est-ce que ce neurone-là influence notre fonction de coût? Donc c'est ce qu'on fait là, on calcule la dérivée de j par rapport à notre neurone a. Comment est-ce qu'on veut changer ce neurone-là? Et ben ça sera h moins y fois la dérivée machin truc fois w, c'est ce que vous avez là. Hein. Vous dérivez du coup par rapport à a, ça vous fait qu'il vous reste w. Ok? Pourquoi est-ce qu'on a calculé ça? Je vous rappelle que c'est pour, à chaque fois, ce qu'on veut changer ici, ça va nous permettre de savoir comment on veut influencer la suite. Et qu'est-ce qu'on veut changer dans la suite. Donc c'est exactement ce qu'on va faire. On va utiliser ça là, tac, ce résultat. Donc souvenez-vous que ça, on sait ce que c'est. Donc là, on refait notre calcul de la règle de la chaîne, mais à l'étage d'après. Même chose. Et donc là, la dérivée de la fonction de coût par rapport au poids de l'étage L-1, ce sera la dérivée de j par rapport à l'activation, qu'on a calculé parce qu'on a ça. Donc c'est ce qu'on veut changer sur le neurone d'après, fois la dérivée de la fonction d'activation, mais l'autre, hein, la nouvelle, c'est de la couche en question, fois, pareil, l'influence du neurone d'avant. Donc exactement ce qu'on a fait avant. Donc là, pareil, pour le biais, ce sera juste il y a 1, la dérivée, ça c'est toujours pareil, hein, ça vient toujours de là-bas, donc ce sera juste un 1. Et là, ça va être récursif jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et au bout, quand on y sera, ce qui va changer, c'est juste qu'on aura la dérivée de ça, ce sera un x, un moment, et ça, ce sera un 1, tout simplement. Parce que pourquoi ce sera un x? Parce que l'activation de L-1, c'est x. Enfin, l'activation de 0, c'est x. Donc quand on arrivera au dernier étage, ça sera juste un x ici. Et là, un 1, parce que ça reste toujours un 1. Ok? Et donc vous faites ça jusqu'à ne plus avoir à calculer ce terme-là, tout simplement. Ça va? Donc vous faites une propagation arrière. Vous partez d'ici, vous calculez l'erreur, vous regardez à quel point vous voulez changer ce poids et l'activation ici. Ensuite, à quel point vous voulez changer cette activation, vous allez pouvoir calculer à quel point vous voulez changer ce poids et cette activation-là. Et pareil, après vous allez pouvoir calculer ce poids, et du coup ça vous ne pouvez pas le changer, donc voilà. Fin d'histoire. Chaque étage, on va noter une erreur, qu'on va noter le delta, comme ce qu'il faut changer, quoi. Et donc, ce sera, à chaque fois, au premier étage, ce sera le coût fois la fonction d'activation, mais aux étages d'après, ce sera toujours la sensibilisation qu'on veut faire ici, donc la nouvelle différence là, le nouveau coût, en gros, le coût qu'il y a sur ce neurone-là, fois, pareil, la fonction d'activation. Et du coup, ce truc-là, on va vouloir les calculer à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va nous permettre de faire notre mise à jour de poids. C'est ça qui va nous permettre de faire notre mise à jour de poids assez facilement, parce qu'après, les poids, ce sera juste égal à le delta de cet étage fois l'activation précédente. Tout ce qui est détail de matriciel, etc., vous inquiétez pas, on verra ça dans la suite. Et notamment, tout ce qui est détail de quelle fonction d'activation, quand, etc., c'est des trucs qu'on reverra aussi dans l'implémentation si vous revenez dans la suite. Ok? Donc voilà. Donc ouais, maintenant on va rajouter des étages, parce que c'est pas tout d'avoir un étage nul, mais on veut des réseaux de neurones et pas juste des accumulations de neurones 1 sur 1 comme ça, ce serait un peu nul. Donc qu'est-ce qui va changer à votre avis? Qu'est-ce qui va changer? Non, pas tout. Il y a un seul truc qui va changer. La chose que vous adorez, voyons. Exactement, c'est ça. Pourquoi est-ce que ça va changer? Parce que la règle de la chaîne va nous dire que cette fois-ci, j'ai pas juste une seule variable, j'aurai une deuxième variable. Donc ma règle de la chaîne, je vais devoir la décomposer sur toutes les variables qui sont influentes à chaque fois. Donc si je suis ici, j'ai pas juste, quand je fais la dérivée du coup par rapport à ici, j'ai pas juste cette influence, j'ai aussi l'autre influence à chaque fois. Donc voilà, chaque neurone va influencer plusieurs neurones, ce qui fait que vous allez juste devoir décomposer votre règle de la chaîne comme ça. Mais en vrai, dans l'implémentation, ça va pas changer grand-chose, vous inquiétez pas. Ça va juste faire que au lieu d'avoir des valeurs fixes, vous aurez des vecteurs, et au lieu d'avoir des matrices, enfin au lieu d'avoir des poids seuls, des poids réels, vous aurez des vecteurs de poids, enfin des matrices de poids, pardon. Mais grosso modo, ça va pas changer grand-chose. En vrai, dans l'implémentation, ça se fait en deux spies, pour le coup. Parce que grosso modo, ce qu'il faudra retenir justement, c'est que à chaque fois, on va calculer la nouvelle erreur, donc l'erreur de l'étage d'après, dans ce sens-là, en calculant donc avec la matrice de poids fois l'erreur qu'on avait ici, fois la dérivée de la fonction d'activation prise en z, comme je le disais. Donc là, en l'occurrence, la dérivée de la fonction d'activation s'exprimera en fonction d'elle-même. Donc ce sera super simple à calculer. Donc vous allez calculer ça à chaque fois. Donc ce truc-là, ici, ce sera juste la fonction de coût. Ensuite, vous allez calculer l'erreur ici, ensuite l'erreur ici, et finalement, là, vous aurez fini. Voilà. Ok?
À chaque fois, vous allez changer vos poids, donc vous allez leur enlever. Ça, c'est l'équivalent de la dérivée de J par rapport à W. C'est à quel point on veut changer W et à quel point on veut changer B. Sauf que là, c'est une matrice W, donc c'est le W de tout cet étage, voilà. Et là, là pour le coup, c'est juste un réel parce que c'est le W de ce truc-là, voilà. Parce qu'on a juste un biais à chaque fois. Ok ? Et donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est une fois que vous avez calculé ça, vous allez juste pouvoir calculer très simplement à quel point vous voulez changer les trucs. Et donc, vous allez juste pouvoir, à votre matrice de poids, vous allez faire W moins égal alpha fois ça. Et voilà, que vous avez calculé comme ça. C'est pour ça que quand vous voulez l'implémenter de zéro et que vous partez de la règle de la chaîne, vous avez l'impression que c'est le bordel, etc. Mais en vrai, ça se résume en 3 formules. Et quand vous planchez un peu dessus et genre essayez de faire un petit peu, genre avec ça là, essayez de comprendre un petit peu genre d'où ça vient. Mais grosso modo, vu que c'est juste des sommes, vu que c'est la règle de la chaîne, ça nous rajoute juste des sommes de trucs, ça se résume très bien en quelques matrices. Voilà. Et quelques calculs matriciels et c'est fini. Voilà. Revenons un petit peu genre aux statistiques. Et un petit peu plus généralement à pourquoi on fait des statistiques. En statistique, il y a deux courants de pensée. En général, ce qu'on veut faire, c'est, à partir de données de l'environnement, on veut extraire une intelligence. On a des données, on observe des choses, et à partir de ça, on veut en déduire des choses. On veut en déduire qu'est-ce qui est vrai, quelles sont les bonnes théories, qu'est-ce qui explique bien les choses. Pour ça, il y a deux façons de faire, il y a deux courants de pensée qui sont les plus prépondérants aujourd'hui. C'est d'une part le fréquentisme. Le fréquentisme, c'est quoi? C'est qu'on va observer des fréquences, on va considérer qu'on observe des répétitions du même événement, ou de même réalisation d'événements, et on va considérer que la théorie qui est vraie, c'est la théorie qui va maximiser la vraisemblance de ces données dans cette théorie. Donc c'est celle qui va maximiser la probabilité d'avoir observé ces données-là dans cette théorie-là. Donc ça, c'est la façon fréquentiste de le faire. Vous allez observer des données, plein de données, qui vont être répétées plein de fois, voilà, et vous allez dire que la meilleure théorie, c'est celle qui va maximiser la vraisemblance de ces données. Okay. La deuxième façon de faire, ça va être la façon bayésienne. Bayésienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez observer des événements, donc pas forcément des fréquences, mais juste des événements, et à partir de ces événements, vous allez comparer à quel point ces théories sont plausibles. Vous allez comparer la crédence que vous avez en ces théories. En gros, en bayésianisme, aucune théorie n'est vraie ou fausse, elles sont toutes entre les deux. Alors qu'en fréquentisme, on considère qu'il y a une seule théorie vraie, c'est celle qui va maximiser la vraisemblance. Ici, on utilise justement la formule de Bayes avec la formule des probables totales pour calculer la probabilité que de la théorie sachant les données. Et on utilise ça donc en utilisant pareil la vraisemblance ici. Donc les deux utilisent la vraisemblance évidemment. Voilà. Donc c'est un peu les deux courants de pensée. Voilà. Dans le fréquentisme, ce qu'on fait, c'est qu'on a des données. On va considérer que nos données sont des réalisations d'une variable aléatoire, indépendantes et identiquement distribuées. Ce qui est un claim assez douteux, mais voilà. Donc on va considérer que quand on observe des choses, c'est toujours la même répétition de variables aléatoires qui sont identiques et identiquement distribuées. Enfin, indépendantes et identiquement distribuées. À partir de ça, on veut trouver, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la théorie qui va maximiser la vraisemblance des données. Mais comme souvent c'est extrêmement compliqué, on va plutôt essayer de faire en sorte d'avoir des théories qui sont des théories paramétriques. Une théorie qui va dépendre d'un paramètre. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est trouver quelle est la théorie paramétrique, donc quel est l'argument, enfin quel est le paramètre qui va maximiser la vraisemblance de cette théorie qui suit ce paramètre. Ok ? Donc là, vous commencez peut-être un petit peu à avoir l'analogie avec ce qu'on faisait tout à l'heure. Tout à l'heure, on voulait trouver un paramètre qui était optimal aussi. Là, ça va être la même chose. En courbe, donc pareil, en statistique, vous allez voir dans pas longtemps que pour ça, vous allez construire des estimateurs, donc en gros, qui vont permettre d'estimer des choses, donc d'estimer des variables, etc. Donc il y a celui-là, enfin ça, c'est les trucs que vous verrez classiques en cours. Je ne vais pas détailler. En remplaçant juste l'espérance par l'espérance empirique que vous observez, quoi, et les moments par les moments empiriques que vous observez. Et une autre méthode, ça va être celle du maximum de vraisemblance. Donc vous allez vouloir trouver justement le paramètre qui va maximiser la vraisemblance de toutes les données que vous avez observées sur chacune des expériences que vous avez faites, réalisées. Okay ? Sur chacun de vos exemples, vous allez faire le produit de toutes les probabilités d'avoir obtenu cet exemple dans cette théorie, donc vous allez essayer de trouver, donc ça c'est la vraisemblance que j'ai exprimée, quoi. Voilà, d'avoir obtenu ces données-là. Alors, hop, je vais m'afficher tout parce que j'avais oublié de cacher ça. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez pouvoir dire vu que vous avez des variables qui sont identiquement distribuées et indépendantes, et que chaque variable, vous allez considérer que c'est une occurrence d'une variable qui est identiquement distribuée et indépendante, vous allez supposer que, avec assez d'exemples, ces variables suivent une loi, une gaussienne. Donc sont réparties de façon gaussienne autour d'un point moyen, qui est la valeur vraie qu'il aurait.
Donc c'est ce que vous avez là, la probabilité d'avoir obtenu chacun des xi à chaque fois, ça suit une distribution gaussienne. Ok? Et donc ça, on va pouvoir l'utiliser pour le remettre dans notre maximum de vraisemblance, ici, ce terme-là. On va pouvoir mettre que notre estimateur, on va supposer que notre estimateur se rapproche de la valeur vraie, on va essayer de se rapprocher de cette valeur vraie, et donc la probabilité d'avoir obtenu ce xi dans cette théorie qui dépend de ce paramètre θ, ce sera cette distribution-là. Quand vous mettez ça du coup dans votre maximum de vraisemblance, ça vous donne ça. Vous pouvez factoriser donc tout ce morceau-là, là, vous ne pouvez pas l'influencer parce que vous avez d'influence que sur le θ ici. Donc tout ça là, vous factorisez et tout le reste va dans l'exponentiel. Donc c'est juste un produit qui devient une somme d'exponentielle. Enfin, ça va jusque là. Prenez le temps de le lire, hein. Ça fait des grosses expressions, mais en vrai elles sont pas si compliquées que ça. Hein. Genre, c'est juste là c'est juste une exponentielle c'est juste un produit qui passe en somme dans une exponentielle. Et surtout ce que vous allez pouvoir remarquer, c'est que l'estimateur qui sera le meilleur pour nous au final, ce sera l'estimateur qui va minimiser ce qu'il y a dans cette exponentielle, vu que tout le reste on ne peut pas avoir d'influence dessus de toute façon. Et donc ce qui va minimiser ce terme-là, c'est ce qui va minimiser ça, et ce qui va minimiser ça, ça doit vous rappeler quelque chose. Voilà. Donc c'est donc de là, entre autres, que peuvent venir les fonctions de coût. Donc vous pouvez considérer que quand vous faites calculer l'écart quadratique moyen et que vous essayez de le minimiser, vous essayez de maximiser la vraisemblance en ayant un estimateur de fréquentiste. Voilà. Et donc l'estimateur de maximum de vraisemblance fréquentiste. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour ceux qui voulaient rester et ceux qui voulaient avoir ce détail-là. Donc oui, beaucoup de maths d'un coup, hein, ça c'est sûr. Je vous avais dit qu'on plongeait un peu plus dans les maths. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci à vous d'être venus. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, à venir me poser, et puis voilà, à la prochaine!